Monte. Donc, on va commencer le cours. Vous êtes prêts? Oui, madame. Okay. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, vous voyez bien? Oui, madame, tout est clair. Voilà. Donc, on est arrivé à l'électrophysiologie cardiaque. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, l'activité cardiaque d'une sinusale, enfin de tout le cœur, est enregistrée donc par un appareil qu'on appelle donc l'électrocardiogramme. Donc, on a pu. Madame, Oui. avant de commencer, vous pouvez mettre en plein écran. Oui. Attendez. Ah. Alors. La touche est juste en bas. C'est-à-dire à la place de. Ah oui, ici. Non, madame. Non, 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 non. Juste à côté de 120%. Ah oui. Ah oui. Comme ça? C'est parce que c'est pas mon PC, donc je n'ai pas l'habitude de travailler avec. Alors, voilà, c'est bon? Est-ce que ça va? Là, ça a augmenté. Oui, Madame, c'est c'est bon. la celle tout à droite. Voilà. Voilà. L'électrophysiologie. Voilà. Alors, donc, comme on a dit, donc l'activité cardiaque, on a pu l'enregistrer, bien qu'elle est faible. En fait, les appareils qu'on utilise, donc le CG, l'électrocardiogramme, pour enregistrer cette activité, donc elle est dotée d'amplificateurs. Là, c'est pour pouvoir l'enregistrer. Donc l'appareil, électrocardiographe, et l'enregistrement, c'est électrocardiogramme. D'accord? Pardon, je me suis un petit peu. Voilà. Donc, avant d'entamer ça, donc vous allez me dire pourquoi donc, cette activité elle est très faible en intensité, donc en amplitude, parce que déjà le corps humain, donc on l'enregistre à l'extérieur. Donc les corps humains sont, donc le corps humain, donc tous les tissus, les différents tissus sont isolants. Et aussi, donc il faut savoir que le cœur il est composé de deux parties, gauche et droite. Donc il faut imaginer que ce qui est engendré, donc l'activité électrique du cœur gauche, s'annule avec celle de la droite. S'annule, donc normalement, si l'activité cardiaque gauche et droite, elle était à 100% égale, on ne va rien enregistrer. Mais comme il y a des petites différences, c'est ce qui a pu être enregistré. C'est pourquoi aussi que c'est d'une faible amplitude également, en plus de la résistance des tissus. Parce que donc, comme on a dit, l'enregistrement s'effectue à l'extérieur du corps. Donc, ici, donc l'enregistrement qu'on obtient, donc vous voyez bien, là, ça ce schéma, donc c'est le CG. Donc vous voyez bien, il est le CG. Donc ici, on branche la personne avec des électrodes. Vous avez des électrodes précordiales donc à ce niveau, au niveau du thorax, et vous avez des pinces, des membres, donc les pinces. Et ça, c'est l'appareil. Et vous voyez bien, là, regardez, qu'est-ce qui sort? C'est un électrocardiographe, un enregistrement, voilà, un électrocardiographe. Alors, regardez bien, ça représente donc un tracé, donc ici,
Donc, on va décortiquer un petit peu une fréquence cardiaque. Donc, l'activité pour une fréquence cardiaque, donc ici, regardez, ce qu'on appelle, ça sont les ondes ou accidents, on les appelle aussi, mais beaucoup plus scientifiquement, les ondes. Donc, quand vous voyez, ce sont des ondes positives parce qu'elles sont orientées vers le haut. Donc, là, c'est la ligne isoélectrique. Donc, on va dire que c'est 0, d'accord, ici, la ligne isoélectrique. Alors, donc, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas des petites différences entre la partie droite et la gauche du cœur, donc on va voir uniquement cette ligne isoélectrique. Mais comme il y a des petites différences, c'est ces petites différences qu'on a pu enregistrer. Alors, comme vous vous rappelez, la semaine passée, on a dit que le nœud sinusal se situe du côté droite. Donc, logiquement, quand il y a une contraction de l'oreille droite et gauche, attention, elles se contractent en même temps. Mais il faut savoir que comme le nœud sinusal, il est à l'oreille droite, donc si l'oreille droite, elle va se contracter, elle va devancer d'un petit peu l'oreille gauche. Donc, c'est ce qui est enregistré. Vous voyez, par exemple, ça, l'onde P. Donc, on va voir un détail, donc le schéma. Oui. Alors, ici, regardez, l'onde P. D'accord. S'il vous plaît, pour les étudiants qui sont en train de parler, fermez votre micro, d'accord? Comme ça, pour que ça ne dérange pas. Parce que je sais que vous êtes chez vous, donc voilà. Alors, donc vous avez l'onde P, regardez, qui représente donc la contraction des oreillettes. Mais vous voyez, c'est une onde positive, donc c'est la petite différence entre l'oreille droite et gauche qui est enregistrée. Après, regardez le complexe QRS. QRS, sont les ventricules, la contraction des ventricules. Donc, vous savez que le ventricule gauche et droite se contractent en même temps, mais comme le ventricule droite, il est moins, il est moins musclé que le ventricule gauche, donc il faut savoir que automatiquement, il va commencer à se contracter avant cette petite différence qui est enregistrée. Puis vous avez l'onde T. Alors regardez l'onde T. L'onde T, c'est la repolarisation des ventricules. Alors les deux ventricules, le gauche, il est plus musclé, donc il va se repolariser tardivement. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc vous voyez, donc c'est les petites différences. Et ça, c'est très important parce que ça désigne donc, ça donne au médecin, au cardiologue, donc l'état du fonctionnement du cœur. Donc, c'est à travers l'ECG qu'on peut détecter plusieurs pathologies. Alors, donc, en comparant, donc bien sûr, maintenant, ce sont des logiciels à l'ordinateur. Donc, chaque catégorie d'humains, alors sexe, âge, donc aussi surface corporelle. Donc, vous avez des ECG qui sont correspondants. Donc, une personne, quand elle fait un ECG, donc il va y avoir une comparaison et donc les anomalies vont apparaître. Les anomalies, beaucoup d'anomalies peuvent apparaître au niveau de l'ECG, par exemple la présence ou la non-présence des ondes P. Des fois, donc ici, la contraction auriculaire, des fois, on peut avoir deux. Par exemple, il y a une contraction qui est comme ça sporadique au niveau des oreillettes. On peut l'avoir négative, on peut aussi avoir l'absence de l'onde P également. Pour le QRS, qui est la contraction auriculaire, ventriculaire, on peut avoir une diminution de l'amplitude. Pour l'onde T, par exemple, on peut l'avoir négative, mais on peut l'avoir plus importante. Par exemple, s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypertrophie, donc l'onde T, la repolarisation, elle est beaucoup plus tardive, donc l'onde T, elle va être plus importante. Donc, vous voyez bien, donc c'est l'ECG, il renseigne le médecin sur d'éventuelles
pathologie. Et bien sûr, s'il y a une anomalie, donc le médecin va faire des examens plus poussés pour, bien sûr, trouver donc l'anomalie. Alors, donc, on a dit l'onde P, elle est importante. Les ondes, ces ondes sont importantes, mais aussi même les intervalles entre les intervalles sont importantes. Alors, par exemple, l'intervalle PR, donc c'est le temps que la dépolarisation arrive au niveau du nœud AV, du nœud cryoventriculaire. Donc, si cet intervalle est lent, il est lent par exemple, ça veut dire qu'il y a un ralentissement au niveau de ce nœud AV. Par contre, donc s'il est court, donc il y a une accélération, ainsi de suite. Donc ici, vous avez dans le cours, alors la signification de chaque onde. Alors l'onde P, donc vous voyez, elle représente la dépolarisation du muscle auriculaire. Donc elle n'inclut pas la repolarisation auriculaire. Donc ici, on n'a pas la repolarisation. Pourquoi? Parce qu'elle est masquée par la dépolarisation des ventricules. On ne peut pas la voir. Elle est masquée par la dépolarisation des ventricules. Alors, l'intervalle PR, donc l'intervalle représente le temps de conduction entre l'oreillette et les ventricules. Oui. L'intervalle qui va au début de la dépolarisation jusqu'à l'onde Q, dépolarisation initiale du ventricule, augmente quand la vitesse de conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire est diminuée. Par exemple, si on peut donner un exemple, si le système nerveux parasympathique agit d'une façon importante sur le cœur, donc ce PR, donc il va se prolonger. Mais si, par exemple, c'est le contraire, donc le parasympathique diminue, le sympathique augmente, donc il va se rétrécir. Donc, voilà pour l'onde. Donc, vous avez aussi l'onde, le complexe QRS représente la dépolarisation des ventricules. Vous avez l'intervalle QT. Alors, l'intervalle Q d'ici jusqu'à T. Voilà, QT jusqu'à la fin. Donc, cet intervalle, donc, l'intervalle représente toute la période de dépolarisation et de repolarisation des ventricules. Donc, il représente la durée du potentiel d'action. Le segment ST, il est isoélectrique. Alors, représente la période pendant laquelle tout le muscle ventriculaire est dépolarisé. L'onde T, lente, correspond à la repolarisation des ventricules. Voilà. Donc, on a dit, donc, par exemple, lors d'une hypertrophie, donc cette onde, elle va être plus grande. Donc, ça donne une idée sur l'anomalie qui se trouve au niveau cardiaque. Alors, donc, l'analyse de l'ECG nous informe sur le rythme sinusal. Alors, il faut savoir que quand on a, regardez, un ECG, donc un électrocardiographe, regardez, il suffit en une minute, l'espace d'une minute, donc compter, c'est R, c'est pointe R, donc c'est la fréquence cardiaque. Ça nous donne par exemple en une minute, vous allez avoir par exemple 75 pics de R ici. Alors, donc QRS, donc c'est une contraction cardiaque, contraction des ventricules, et donc c'est un battement cardiaque. Ce qu'il y a encore, donc ici, il nous informe sur le rythme sinusal et la fréquence cardiaque. On va voir est-ce qu'il y a une tachycardie, une bradycardie, la durée des intervalles PR et QT et les formes des amplitudes, la forme aussi des ondes, des différentes ondes, la forme. Donc, est-ce qu'elle est, donc la forme, est-ce que par exemple l'amplitude elle est adéquate? Est-ce que elle est inversée, c'est-à-dire négative? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est absente? Alors, donc ça nous donne des informations sur ça. Ceci permet de détecter les arythmies, des troubles de conduction auriculo-ventriculaire, troubles de conduction. Par exemple, si l'intervalle PR est anormal, donc il est anormalement grand ou anormalement rétréci. Donc ça, c'est au niveau AV.
des hypertrophies, donc par exemple l'onde T, comme on l'a dit tout à l'heure, des troubles de conduction intraventriculaire ou des troubles de repolarisation aussi. Donc, tout ça, donc l'onde, on peut, donc, donc le CG peut le détecter. Alors regardez bien ce schéma, par exemple. Okay. Là, donc, commencement de la dépolarisation auriculaire. Là, regardez, les deux. Ça, c'est la dépolarisation auriculaire, l'onde P. Puis, donc, PR, donc ça arrive jusqu'au nœud AV, et bien sûr, le faisceau de His aussi. Mais le complexe QRS, pas encore. Et là, c'est la contraction des ventricules, donc c'est le complexe QRS. Vous avez un exemple par exemple, d'anomalie. Alors, ici, vous avez, ça c'est donc anormal, abnormal, donc tachycardie, tachycardia, regardez bien, en 1 minute, on a 100 battements. Si on, par exemple, ça donne 1 minute le ruban, donc c'est 100 battements. 100 battements. Donc ça, c'est une tachycardie. Une autre anomalie, regardez bien, par exemple, on a une fibrillation ventriculaire, fibrillation, regardez, une fibrillation, donc anomalie de contraction au niveau des ventricules. Oui. Et donc ça, pour y remédier, on met un défibrillateur, une décharge électrique pour remettre donc la fonction cardiaque en marche. Ici, la troisième anomalie, regardez bien, on a des ondes P qui sont sporadiques. Il y en a 2 ondes P ici, regardez, 2 ondes P. Donc ça, probablement celle-ci, elle vient du nœud sinusal, et la deuxième, elle est sporadique. Alors ici, par exemple, pour des raisons de beaucoup de facteurs, par exemple, un exemple, donc la consommation de tabac, la consommation de café, beaucoup de stimulants, le café, peut provoquer l'apparition de ces contractions sporadiques, c'est-à-dire un peu partout, et qui, par exemple ici, regardez cette onde P, la deuxième, donc elle va naître dans un endroit ici, elle va se transmettre dans les 2 oreillettes, mais c'est bon, hein, c'est-à-dire elle ne peut pas être transmise vers le ventricule parce que vous savez que donc, le septum, donc le cœur, il est doté d'un squelette fibreux, donc vous avez le septum, donc qui empêche donc euh, la transmission de, euh, de la dépolarisation de façon anarchique. Donc pour qu'elle soit transmise vers le ventricule, il faut qu'elle passe par le nœud AV et donc le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Voilà, donc ici, par exemple, c'est une stimulation, une apparition d'une dépolarisation sporadique qui s'est transmise vers les 2 oreillettes. Donc, voilà, et comme, regardez bien, ici, par exemple, elle est présente, tout le temps elle est présente, tout le temps elle est présente, donc ça peut être une anomalie au niveau du nœud sinusal, mais probablement, pardon, c'est pas le nœud sinusal, en fait, une partie du nœud sinusal. Donc, ces fibres, les fibres qui émanent du nœud sinusal, qui sont donc qui véhiculent la dépolarisation vers les 2 oreilles. Alors, vous avez ici le tableau, regardez. Donc, alors, le tableau ici, ça donne un petit peu sur la durée de chaque onde, à peu près, l'intervalle, et l'amplitude. Vous voyez l'amplitude. Donc, l'onde QRS, qui est la plus grande amplitude, bien sûr, c'est elle qui nous donne donc qui désigne la contraction des ventricules. Donc, vous avez 1 à 2 millivolts. Voilà. L'onde donc QT, donc 0,2. Donc, c'est la plus grande. Donc, vous voyez bien que c'est très faible, 2 millivolts. Donc, mais on enregistre. Alors voilà, en général, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le CG? C'est vrai que ce n'est pas vraiment très détaillé, mais juste des connaissances de base. Voilà, donc on n'a pas... J'espère que c'est clair, on va passer au cours 2, d'accord?
Donc, alors, pour donc, le cours 2, voilà. Voilà. Alors, hémodynamique et mécanique du cycle cardiaque. Donc, on va voir maintenant comment le cœur, alors le travail mécanique cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la fréquence cardiaque, le nombre de contractions ou de battements par minute, la fréquence cardiaque. Le cycle cardiaque, c'est tous les événements qui se passent en un battement cardiaque. Donc la révolution cardiaque, on va voir, on l'appelle aussi révolution cardiaque ou un battement cardiaque. On va voir en détail qu'est-ce qui se passe. On va décortiquer un petit peu un battement cardiaque, donc les composantes. Donc vous avez la première des choses, surtout, on a dit la dernière fois, il va y avoir dans un battement cardiaque, il faut toujours retenir ça, un battement cardiaque, il dure à peu près 0,8 secondes, pardon, 0,8 secondes. Donc ce battement cardiaque, il est composé tout d'abord d'une contraction, la systole auriculaire des deux oreillettes, qui va durer à peu près 0,1 seconde. Puis, donc la suite, c'est la contraction des ventricules, donc la systole ventriculaire, qui va durer 0,3 secondes. Et le reste, donc 0,4, donc c'est la diastole, on dit la diastole générale, c'est-à-dire c'est une diastole des oreillettes et des ventricules. Donc voilà. Et quand vous entendez systole, uniquement sans précision, donc ça désigne automatiquement la systole des ventricules. Et pour la diastole aussi, la diastole, c'est-à-dire précision, la diastole des ventricules. Donc en ce qui concerne les oreillettes par rapport aux ventricules, ce mot il est un petit peu, c'est-à-dire insignifiant. Alors, donc chez l'homme, dans la fréquence cardiaque normale est d'environ 75 battements par minute, le cycle cardiaque, voilà, on l'a dit, donc on a 0,4 secondes, c'est donc le cœur est au repos, donc c'est la diastole générale, donc les deux. Alors, donc l'activité cardiaque, alors comment le circule? Donc vous savez, on sait tous que le cœur c'est un muscle, c'est lui qui donne cette force de circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc le muscle se contracte. Le cœur est composé de cavités. Donc ces 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. La contraction de ces 4 cavités donc va faire, c'est grâce à ça que le sang s'écoule. Quand une cavité se contracte, c'est qu'elle augmente de pression. Donc, si elle augmente à l'intérieur de pression lors de sa contraction, elle propulse le sang vers une autre cavité qui, elle, se trouve à une pression moins importante. Donc, le sang passe de zones de haute pression vers des zones à basse pression. Voilà. Donc, ici, alors, en physiologie, donc vous avez quelque sorte 3 phases. Tout ça, c'est un battement cardiaque, une description d'un battement cardiaque, d'accord? Donc, vous avez dans un battement cardiaque, vous avez la phase de remplissage ventriculaire. On appelle la diastole. Alors là, il faut imaginer, c'est les 0,4 secondes. D'accord? C'est juste après la systole qui a précédé. Phase de remplissage ventriculaire, la diastole. Puis, la phase de la systole ventriculaire. Après phase de relâchement ventriculaire, donc c'est le début de la diastole. Alors vous voyez, donc c'est un cercle.
Donc, pour comprendre ce schéma, donc on a, donc c'est parti, regardez bien. On va un petit peu parler de c'est parti. Donc, alors, en fait, ça c'est, ils ont commencé du 1, donc de la relaxation isovolumétrique. Par exemple, on peut commencer par le remplissage. Donc, c'est un cercle, c'est un cycle, donc on peut commencer comme on veut. Alors, si on commence tout comme l'écrit, il a commencé par le remplissage ventriculaire, on va commencer par le remplissage ventriculaire, comme ça, un cycle. Alors, remplissage ventriculaire. Alors, vous rappelez bien, on a dit 0,4. Ça dure. La durée, c'est 0,4 secondes, donc c'est la plus longue, c'est le repos. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de remplissage ventriculaire? Donc, tout d'abord, il faut savoir que la pression au niveau des ventricules, elle va chuter. Donc, elle va arriver au minimum 0 mm Hg, mais elle va chuter progressivement. Le son, toujours, il arrive. Alors, imaginez bien, donc c'est au début de 0,4 secondes. Le son, il arrive toujours vers l'oreillette. Et quand le son arrive vers l'oreillette, donc il va passer passivement dans les ventricules. Pourquoi? Parce que les valvules auriculoventriculaires s'ouvrent passivement, sont des formations passives. Donc, à chaque fois donc le son arrive vers les oreillettes, donc que ce soit le gauche, donc vous avez veine cave inférieure et supérieure, vous avez les veines pulmonaires pour la gauche, donc toujours le son il arrive, donc il passe vers les ventricules. Donc ça c'est une phase de remplissage ventriculaire. Bien sûr, alors quand il va y avoir l'onde donc P, donc la dépolarisation du nœud du nœud sinusal. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une contraction des deux oreillettes. Cette contraction des deux oreillettes ne fait que compléter le remplissage ventriculaire. À peu près, ça va rajouter à peu près 30%. C'est tout. Donc, pour les gens qui me disent est-ce que le cœur peut fonctionner sans la contraction auriculaire? Oui, donc il peut fonctionner sans donc, la contraction des deux oreillettes. Pourquoi? Parce que ça rajoute uniquement 30%. Alors, quand la pression des deux oreillettes se contracte, donc l'onde P, la pression au niveau de ces oreillettes augmente. Et ça va provoquer l'ouverture un peu plus des valvules auriculoventriculaires et là, donc la projection, donc l'éjection du son vers les ventricules. Vers les ventricules. Donc, ici, comme vous voyez, donc, la pression, regardez la direction d'ouverture des valvules sigmoïdes. Ça sont en rouge, valvules sigmoïdes ici. Alors, jusque-là, donc la pression à ce niveau-là, la pression qui règne dans l'aorte et l'artère pulmonaire sont toujours supérieure à celle qui se trouve dans le ventricule. C'est pourquoi ça reste toujours fermé. Parce que vous voyez la direction vers l'intérieur de l'aorte ou de l'artère pulmonaire. Donc, ici, toujours, la pression qui règne à ce niveau est supérieure. C'est pourquoi ça reste à ce niveau, c'est-à-dire à cette étape, ça reste fermé. Maintenant, donc, qu'est-ce qui va se passer? L'onde P, l'onde de dépolarisation, elle va donc arriver au nœud AV. Le nœud AV, donc le faisceau de His, et faisceau de His vers tout le ventricule. Et là, le cœur va consommer, se mettre sous tension. C'est-à-dire la pression au niveau des ventricules va augmenter et elle va devenir supérieure à celle des oreillettes, mais pas encore supérieure à celle dans les artères, l'aorte ou artère pulmonaire.
Donc, vous voyez la contraction isovolumétrique. Isovolumétrique. Quand vous voyez isovolumétrique, ça veut dire que les deux types de valvules sont fermés. Alors, valvule auriculo-ventriculaire et valvule donc, sigmoïde. Alors, donc, ici, quand la pression est devenue supérieure à celle de l'oreillette, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir fermeture brutale des valvules auriculo-ventriculaires et c'est ce qui cause le premier bruit du cœur, le toum. Parce que, euh, comme on a le bruit du cœur, vous avez surtout deux bruits, le toum-ta, toum-ta, toum-ta. Donc, le premier toum, donc, il est un petit peu lent. Donc, il est petit, il est plus long que le deuxième bruit. Donc, c'est le bruit des valvules auriculo-ventriculaires suite à l'augmentation de la pression au niveau des ventricules par rapport à l'oreillette. Et dans cette étape-là, donc c'est la contraction isovolumétrique. Pourquoi? Parce que les deux, pourquoi on l'a appelé comme ça? En fait, parce que les deux types de valvules sont fermés et donc le ventricule est hermétique, c'est-à-dire le sang est comprimé dans le ventricule. Là, donc la pression dans le ventricule commence à augmenter, c'est-à-dire elle augmente progressivement. Donc, elle a dépassé celle des oreillettes, ce qui va provoquer le premier bruit du cœur. Et une fois, elle va commencer, donc, bon, le ventricule, ça y est, c'est bon, il est tout dépolarisé. Il va y avoir quoi? Une systole ventriculaire. Donc, la pression au niveau des ventricules va augmenter, va devenir supérieure à celle dans l'aorte et les artères pulmonaires. Et là, ça va provoquer l'ouverture donc des valvules sigmoïdes et l'éjection du sang vers l'aorte et l'artère pulmonaire. Les deux. Donc, ça, puis, qu'est-ce qui va se passer? Une fois éjecté, la pression dans les ventricules va chuter rapidement et elle va devenir inférieure à celle dans les vaisseaux, dans l'aorte et l'artère. Et ce qui va provoquer donc la fermeture des valvules sigmoïdes, et c'est le deuxième bruit du cœur, donc le ta. Donc, ta. Donc, il est bref. Voilà. Et un laps de temps vraiment, vraiment très court, donc le cœur va se retrouver en relaxation isovolumétrique, c'est-à-dire, donc il y a un relâchement, mais ici, la valvule auriculo-ventriculaire n'est pas encore ouverte. Donc, mais c'est rapide, hein. Cette relaxation, elle est vraiment, vraiment rapide. Et pourquoi? Parce que une fois la pression dans le ventricule chute, elle devient inférieure à celle des oreillettes. Et il ne faut pas oublier que le sang arrive toujours dans les oreillettes, donc ça va provoquer l'ouverture donc, de l'oreillette et le passage du sang vers le ventricule. Vous voyez bien. Donc c'est un jeu de pression. Donc le sang passe d'une cavité à une autre sous l'effet de l'augmentation de la pression. Voilà. Et l'ouverture des valvules, la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que la quantité, alors il y a donc, tout ce qui se passe au niveau du cœur gauche se passe au niveau de la partie droite. Il n'y a pas de différence, c'est-à-dire, donc le sang, la quantité de sang qui rentre dans le ventricule gauche, c'est la même de sang qui rentre dans le côté droit. Donc, il faut savoir une chose, que quand il y a contraction auriculaire, c'est-à-dire les oreillettes la contraction va compléter le remplissage ventriculaire, cette quantité de sang, on appelle donc télédiastolique. D'accord? Donc télédiastolique, donc c'est la quantité complète qui a rempli le ventricule, et à peu près elle est de 120. Donc ici on a donné une valeur, donc c'est environ, hein, parce que ça diffère un petit peu de personnes, ça dépend de la surface corporelle, en fait chez l'homme, chez la femme.
mais environ à peu près 120 millilitres pour, bien sûr, voilà, on peut aller jusqu'à 180 dans certains 100, 200 jusqu'à 180. Bon, nous, on va prendre 120. Alors, 120 pour un ventricule. D'accord, 120 pour un ventricule. Donc, télédiastolique. Le remplissage. Maintenant, quand il y a éjection, donc la systole, regardez bien, quand il y a ici la systole, donc ici, la quantité de sang qui est éjectée, alors la quantité, c'est la même qui est éjectée dans l'aorte et dans les artères pulmonaires. Donc, côté gauche ou droite, c'est la même quantité. Donc, elle est égale, ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, elle est égale à 80 millilitres pour chaque ventricule. Maintenant, juste après, donc ici, 4, donc ici, juste après donc la systole, dans la relaxation des ovaires par exemple, donc dans le ventricule, il reste un volume. Donc les ventricules ne se vident pas complètement. Donc il reste un volume, bien sûr, vous imaginez. Donc le volume qui reste, on l'appelle le volume télésystolique. Donc on prend le volume télédiastolique moins le volume d'éjection systolique, ça nous donne donc le volume télésystolique qui est égal à donc, 40 millilitres du sang. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais quelle est la différence entre le cœur, la partie gauche et la partie droite, puisque c'est la même chose? C'est la même quantité de sang qui est éjectée, c'est presque les mêmes événements électriques. En fait, la seule différence réside au niveau de la pression augmentée par les ventricules. Donc, le ventricule gauche, ici, lors de la systole, le ventricule gauche donc, propulse le sang avec une pression plus importante jusqu'à à peu près 120 mm Hg. Alors que le ventricule droit propulse le sang donc, à peu près à donc, 25 mm Hg, à peu près. Vous voyez, donc le ventricule droit, il propulse le sang vers les poumons. Donc, on n'a pas besoin d'une grande pression. Donc, 25 mm Hg, c'est suffisant pour qu'il y ait des échanges au niveau capillaire. Mais pour l'aorte, pour le ventricule gauche, non, il faut une pression plus importante parce que là, donc, le sang il doit avoir une pression plus importante pour que cette pression soit idéal pour les échanges tissulaires qui vont se passer ailleurs, très loin. Alors ici, bon, ça c'est un schéma. Après on va vous expliquer un petit peu. Ça c'est un schéma, il est bien, le cycle cardiaque, donc il explique, regardez bien. Alors, le bleu, c'est la diastole, systole. Alors regardez bien, O, oreillette, V, c'est ventricule. Quand il y a une systole ventriculaire, regardez, les oreilles sont en diastole. Puis, regardez bien, ventricule et oreillette sont en diastole générale. Donc ça, c'est 0,4 secondes. Le tout, c'est repos. Là, regardez bien, là, c'est la contraction auriculaire. Donc, par exemple, on peut dire ça dure, cette partie dure 0,1 seconde. Celle-ci, c'est 0,3 secondes, c'est la contraction des ventricules. Et là, et tout ça, c'est 0,4 secondes. Tout ça. Alors, vous avez un schéma aussi qui est bien. Bon, ça, c'est une courbe. Alors, regardez bien ici, par exemple. Alors, ça, c'est les pressions. Bon, c'est les pressions. Ici, c'est les volumes. Et ça, c'est le CG. Et ça, c'est les bruits. Alors, pour les pressions, regardez bien. Donc, vous avez ici, c'est aortique, pression aortique. Ça, il faut vraiment. Donc, alors, pression du ventricule gauche, ici, regardez, pression du ventricule gauche. Alors, les valeurs minimales de la pression au niveau du ventricule gauche ou droite, attention, elles vont de 0 mm Hg jusqu'à, alors la gauche, jusqu'à 120, regardez,
ça monte jusqu'à 120 pour le ventricule gauche. Et bien sûr, parce que le schéma il représente le ventricule gauche, mais on peut avoir aussi un autre schéma pour le ventricule droit. Il va aller jusqu'à 25 mm. Voilà. Maintenant, pour l'aorte ici, puisque ça c'est le ventricule gauche, mais automatiquement le vaisseau qui est collé au ventricule gauche, donc c'est l'aorte. Donc l'aorte, la pression minimale c'est 80 mmHg et la pression maximale c'est donc 120 mmHg. Donc il faut savoir une chose, quand le ventricule a une pression de 0, donc la pression elle est 0 mmHg. L'aorte, en ce moment-là, elle a 80 mmHg. Donc, puis, bien sûr, lors de la systole, la pression, le ventricule gauche prend plus de sang avec 120 mmHg et cette pression, on la retrouve au niveau de l'aorte. D'accord, voilà. Donc, ici, alors, pour le premier bruit du cœur, le deuxième bruit du cœur, donc on le sait, donc comme les parties. Voilà. Alors, voilà ce schéma, est bien aussi. Alors, donc regardez bien. Donc, le sang, il est propulsé par le ventricule donc, gauche vers l'aorte. Regardez. Alors, systemic pressure. Alors, 120-80 mmHg. Alors, 120 à 80 mmHg au niveau de l'aorte. C'est-à-dire, vous avez la pression systolique, 120 mmHg, et la pression diastolique, 80 mmHg. Donc, au niveau des vaisseaux sanguins, donc des artères, donc, vous savez qu'on a toujours un pouls, donc un battement. Si vous touchez par exemple le bras, donc au niveau du bras, donc ici la surface, ou au niveau des carotides, vous allez sentir des battements. Donc, ce battement, donc c'est la pression systolique, c'est les 120 mmHg. Puis, entre un battement et un autre, quelle est la pression qui règne? C'est le 80 mmHg. Donc, on l'a appelé pression diastolique parce qu'à ce moment-là, quand cette pression règne dans l'aorte, le cœur, il est en diastole. Voilà. Donc, au niveau du cœur, la pression, je répète pour la dernière fois, au niveau du cœur, la pression qui donc, va de 0 mmHg lors de la diastole générale et elle va progresser au maximum jusqu'à 120 lors de la systole. Au niveau de l'aorte, donc, elle va de 80 mmHg, qui est une pression quand le cœur, le ventricule est en diastole, quand il a 0 mmHg, elle va jusqu'à 120 mmHg quand il y a systole ventriculaire. Pour le cœur droite, donc regardez bien, le ventricule droit de 0 jusqu'à, donc ici 24, ici on a mis 24, mais bon, ça peut aller jusqu'à 25, d'accord, à peu près, hein, c'est des chiffres, jusqu'à 25 mmHg lors de la systole ventriculaire. Et au niveau de l'artère pulmonaire, ça va aller de 10 ou 9, alors c'est la pression diastolique, donc ici le cœur il est en diastole, le ventricule est en diastole, jusqu'à 25 donc, mmHg quand il y a systole. Voilà. Donc, il faut savoir une chose que, regardez, comme on l'a dit tout à l'heure, cette pression 24 ou 25 mmHg, elle est donc suffisante. Donc au niveau des artères, des artérioles pulmonaires, bien sûr, la pression donc, moyenne, on la calcule, on va voir après hein, comment on la calcule, elle est égale à peu près 14 mmHg. Donc cette pression, elle est suffisante pour que donc, le sang effectue les échanges avec donc, les poumons, donc se charge en oxygène et se débarrasser du CO2. Par contre,
pour, ici, regardez bien, la pression moyenne, elle est de 90 ou 100 mmHg, on va voir comment on va la calculer, d'accord? Elle est suffisante. Pourquoi? Il faut savoir que plus on s'éloigne dans l'arbre artériel, l'aorte, il y a eu des bifurcations, il se ramifie, donc la pression, elle va bien sûr chuter. Mais il faut qu'elle arrive, qu'elle soit à peu près de 30 mmHg au niveau des capillaires. Et c'est cette pression de 30 mmHg qui est très indispensable aux échanges avec les tissus. Donc vous imaginez bien que si on a une hypotension, une diminution de la pression, voilà, cette pression qui arrive au niveau des capillaires de 30 va chuter et ça va provoquer, donc ça va nous donner des problèmes au niveau des échanges tissulaires. Voilà pour ce. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça, vous pouvez le lire doucement, donc vous allez comprendre. Il suffit de suivre les étapes et de comprendre que le passage du sang d'une cavité à une autre est dû au changement de pression dans ces cavités. Et bien sûr, ce changement de pression est dû aux contractions de ces cavités suite à leur dépolarisation, une dépolarisation qui est donnée par le tissu nodal. Alors donc, donc si on prend le premier bruit du cœur et le deuxième, tumta, donc automatiquement, la systole, elle est située entre les deux. La systole, elle est située entre le premier bruit du cœur et le deuxième. Et entre le deuxième bruit du cœur et le premier, c'est la diastole. Donc on arrive maintenant à la pression artérielle. Alors donc, la pression artérielle, alors la distribution du sang dans chaque partie du corps dépend de la pression de perfusion qui est la pression artérielle moyenne. Pression artérielle moyenne, celle qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai dit, on peut la calculer. Donc, le sang coule dans les vaisseaux sanguins, surtout dans les artères, donc avec une grande pression systolique, c'est elle qui donne le battement dans les vaisseaux sanguins, d'accord, qu'on sent au niveau des carotides. Et entre deux battements, donc il y a la pression diastolique. Et que la pression artérielle moyenne, on la calcule nous. D'accord? Alors, celle-ci varie en fonction de l'âge, du sexe, du poids corporel chez la même personne. Donc, déjà, chez la même personne, donc plusieurs situations peuvent la perturber. Elle change. Alors, moi, je suis allongée, je vais me mettre debout, elle va changer un petit peu. Et ainsi que l'activité physique, donc, la chaleur, la respiration. La respiration, entre l'inspiration et l'expiration, des petites variations. Le stress, surtout, le stress, il agit d'une façon très importante. Le changement de posture, la posture, donc orthostatisme, donc passer de la position couchée à la position debout. Pourquoi? Parce que quand on se soulève directement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le sang, il va descendre donc sous l'effet de la pesanteur, donc la gravité, et donc il va y avoir un changement de pression et une régulation, un changement de pression. Alors, la pression artérielle moyenne. Par définition, la pression artérielle est la force qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux artériels. Donc, lors de la systole, l'aorte et les grosses artères se distendent. Vous voyez bien, il faut savoir que les vaisseaux sont les artères, les premières artères qui sont collées au cœur. En fait, la constitution histologique, elle est beaucoup plus élastique que musculaire. Donc, si on prend par exemple l'aorte, il a c'est le gros, c'est la grosse artère, la plus grosse, et que l'épaisseur de sa paroi, c'est la plus grosse aussi. Donc, elle a beaucoup plus de fibres élastiques que les autres artères un peu plus éloignées. Donc ça, c'est important.
Pourquoi? Parce que le sang, quand il y a une systole, donc systole ventriculaire, donc le sang qui est éjecté, donc l'aorte va se distendre. Alors je préfère, donc attendez, là je suis obligée d'utiliser ça pour un petit peu expliquer, parce que d'habitude on l'explique dans le tableau. Alors, un petit schéma, on va prendre un petit schéma comme ça. Alors, on va prendre l'artère, voilà, l'aorte. Alors, donc, quand il y a, donc là, vous avez le ventricule, donc vous avez une systole. Systole, donc ça propulse le sang vers l'aorte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si ça, par exemple, c'est le calibre de l'aorte à l'état de repos. Donc, il va y avoir une distension de l'aorte lors de la systole, regardez bien, grâce à ces fibres élastiques de la constitution histologique. Alors, regardez bien, là, donc on va voir une distension de l'aorte. Donc ici, distension, regardez. Donc la pression qui règne ici, c'est la pression systolique. Donc par exemple, c'est 120 mmHg. Le sang est propulsé ici à 120 mmHg. Puis, juste après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dilatation, une vasodilatation, une diastole, pardon, une diastole des ventricules, un relâchement. Ici, la pression va chuter progressivement. Et là, il n'y a plus de sang qui est éjecté. Donc, on peut dire que l'écoulement du sang dans le ventricule est discontinu, c'est-à-dire systole, il y a une éjection, diastole, il n'y a rien, il n'y a pas d'éjection. Mais au niveau de l'aorte et l'artère pulmonaire, il y a toujours du sang. Donc, quand il y a une diastole dans le ventricule, ces parois qui sont étirées de l'aorte vont revenir à leur état initial, elles vont propulser, regardez, propulser le sang avec une pression de 80 mmHg. Donc, grâce à l'élasticité de l'aorte, le flux qui était discontinu dans le cœur, le flux sanguin, il est continu dans l'aorte et l'artère pulmonaire. J'espère que c'est clair. Donc, il y a toujours du sang dans l'aorte, mais il coule à des pressions différentes. Donc, le cœur, le ventricule, quand il est en systole, le sang est éjecté avec 120 mmHg, il y a une distension des parois de l'aorte grâce à l'élasticité. Et quand il y a une diastole ventriculaire, il n'y a pas d'éjection du sang. Là, pendant par exemple les 0,4 secondes. Donc les parois vont revenir à leur état grâce à leur élasticité, se contractent et elles propulsent le sang avec le sang qui se trouve à l'intérieur avec 80 mmHg. C'est pourquoi on l'appelait donc l'impression diastolique, parce que le cœur, en ce moment-là, il est en diastole. Voilà, donc, et tout ça, donc ce flux discontinu du cœur est transformé en un flux continu au niveau de l'aorte et l'artère pulmonaire grâce à cette élasticité de ces parois. Alors, on revient ici. Donc, alors, ici, en diastole, les parois reviennent. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué. La pression artérielle fluctue donc en permanence entre une valeur élevée, correspondant à la pression systolique, et une valeur basse, correspondant à la pression diastolique. La pression pulsative. La pression, elle est pulsative. La différence entre ces deux valeurs étant la pression, donc si on fait différentielle. Alors, comment on calcule la pression artérielle moyenne? Elle est égale à la pression diastolique plus la pression différentielle divisée par 3. Alors, les valeurs habituelles des pressions systoliques et diastoliques chez l'homme, c'est donc 110 à 140 mmHg de
Alors, regardez bien, ça c'est de 60 à 80 mm pour le ventricule gauche. Voilà, donc vous avez, ça c'est la pression systolique, ça c'est la pression diastolique pour le ventricule gauche, et on l'a donné pour le ventricule droit aussi. Alors, la pression artérielle moyenne est proportionnelle au débit cardiaque. Alors, il ne faut pas oublier qu'on peut la calculer autrement aussi. Donc, la pression artérielle moyenne est égale aussi. Donc, par exemple, si on n'a pas ces deux valeurs, la pression artérielle systolique et diastolique, et on a par exemple le débit cardiaque, donc on peut la calculer ainsi. Donc, la pression artérielle moyenne est égale au débit cardiaque fois les résistances périphériques totales. Alors, la pression artérielle moyenne, elle dépend de l'activité cardiaque. Donc, vous voyez bien, c'est le débit cardiaque, donc il émane du cœur, fois la résistance périphérique totale, ça vient des vaisseaux sanguins. Donc, on va voir tout d'abord chacun. Donc, on va voir tout d'abord le débit cardiaque. Alors, débit, comme son nom l'indique, c'est la quantité éjectée par unité de temps. Donc, le débit cardiaque, c'est la quantité de sang par minute. Vous voyez, en litres par minute. Alors, la quantité de sang éjectée chez l'homme au repos, à chaque battement cardiaque, chaque cycle éjecte 80 ml. Ça, le volume d'éjection systolique, c'est 80 ml. C'est très faible. Donc, pour un battement cardiaque, vous avez donc 80 millilitres qui est éjecté. Donc maintenant, en une minute, vous avez 75 battements. On va faire la règle de 3. Donc le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Donc, ce qui donne, donc vous voyez, si on a pris 70 pour la fréquence cardiaque moyenne, on compte 70 et 75. Donc, donc ici, 70 fois, bien sûr, tout à l'heure, on va de 80 millilitres, donc on transforme en litres. Donc 0,08 litres par battement. Donc, on va trouver combien? 5,6 litres par minute. Alors, voilà le débit cardiaque. Donc, à peu près jusqu'à 6 litres par minute. Donc, regardez bien. Donc, en une minute, le cœur éjecte 6 litres de sang. En une minute. C'est énorme. Alors, donc une élévation de la fréquence cardiaque. Alors, s'il y a une élévation de la fréquence cardiaque, par exemple, lors du stress, activité physique, bien sûr, ou du volume d'éjection systolique. Alors, comment le volume d'éjection systolique peut augmenter ça? En fait, ça, il peut augmenter, par exemple, s'il y a une hypervolémie, donc une quantité importante de sang ou d'eau dans le sang. Donc, le sang, quand il rentre dans les ventricules, il va l'étirer un peu plus. Et donc, comme c'est élastique, donc ça va provoquer une augmentation de la contraction des ventricules et le volume d'éjection systolique peut augmenter. Voilà. Donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque ou le volume d'éjection systolique va automatiquement augmenter le débit cardiaque. Et bien sûr, si le débit cardiaque augmente, la pression artérielle moyenne va augmenter aussi. Voilà. Maintenant, donc, la baisse de la capacitance de l'aorte. Alors, ici, ça, la baisse de la capacité, ça veut dire de l'étirement de l'aorte. Par exemple, quand on a, lors du vieillissement, donc, il y a de plus en plus de calcification et aussi diminution des fibres élastiques au niveau des vaisseaux sanguins, de l'aorte par exemple. Donc, ce qui va donc donner une faible distension. Tel que ce qui se produit au cours de vieillissement entraîne l'augmentation de la pression différentielle par augmentation de la pression systolique. Donc, c'est comme un tuyau d'arrosage. Si, par exemple, le tuyau il est très mou, donc il est élastique, donc, ou si c'est un tuyau qui est dur, donc vous allez voir qu'au niveau du tuyau dur, la pression augmente. Donc, il ne va pas y avoir de cette distension et donc
voilà, donc la pression sanguine va augmenter à ce niveau. Alors ça, c'est bon, ça, c'est le schéma, c'est donc la vascularisation. Donc, c'est pas vraiment peut se passer. Voilà. Alors, pour le débit cardiaque, donc ici, c'est la distribution. Par exemple, donc, si un débit cardiaque moyen de 5,8 litres par minute, la distribution dans les organes, là, on voyait bien. Donc, regardez, une grande quantité, 770 millilitres vers le cerveau. Donc, voilà. Donc ici, vers le cœur. Donc, parce que le cœur, il a aussi une vascularisation propre à lui, les artères coronaires. Ici, 1200 vers les muscles, bien sûr. Parce qu'en fait, les muscles, donc, déjà, on en a beaucoup de muscles. Il y en a beaucoup en nombre, mais aussi une vascularisation importante parce que le muscle, il a besoin de beaucoup de nutriments d'énergie. 700 vers la peau. Ici, 1000 sont vers les reins, automatiquement, parce que c'est à ce niveau qu'il y a filtration du sang. Donc, voilà, une grande quantité. 1400 vers le tube digestif aussi. Et 600 millilitres vers les autres organes. Donc, ça, c'est la distribution. Alors, regardez ici un petit peu. On l'a vu. Donc, muscles, regardez, c'est la grande partie, c'est le muscle strié squelettique. Vous voyez. Alors, donc, ici, au repos, à peu près 5 litres par minute. Bon, 5,8, si ça dépend. Ici, exercice physique, 20 litres par minute. Bon, bien sûr, le débit, il augmente lors d'exercices physiques par augmentation du débit cardiaque. Aussi des résistances périphériques. Maintenant, on parle un petit peu de ces résistances périphériques qui sont données par les vaisseaux sanguins. Donc, le débit cardiaque par le cœur, et donc le débit cardiaque, il est lié à la fréquence et le volume d'éjection systolique. Pour les résistances périphériques totales, ce sont les vaisseaux sanguins, spécialement les artérioles. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose que, alors si c'est très facile, ça on peut un petit peu la comparer à un robinet, d'accord? Par exemple, si vous prenez un robinet, regardez, un robinet d'eau, un robinet, voilà, je vais dessiner un robinet ici, regardez. Alors, le robinet, il donne là, c'est une pression d'eau. Et si on l'attache avec un tuyau, regardez bien. Alors, à un instant donné au niveau, par exemple à ce niveau-là, je peux appuyer, je peux exercer une pression ici. Une pression, et donc la pression ici, je vais agir sur la pression sanguine. Je vais influencer la pression sanguine. Donc ce cœur, par exemple, il donne cette pression, donc c'est le cœur. Le robinet, c'est le cœur. Voilà. Ce tuyau, c'est un vaisseau sanguin, donc très loin, vous avez l'artériole. Donc une vasoconstriction ici va influencer, vasoconstriction, vasodilatation, va influencer la pression sanguine. Elle va l'influencer. Donc la pression sanguine générale moyenne, elle est liée, donc elle est reliée au débit sanguin qui est donné par le cœur, sa pression sanguine qui est donnée par le cœur, enfin le débit cardiaque, et aussi aux résistances périphériques totales. Donc, au niveau des artérioles, comme les artérioles, elles sont composées de muscles lisses, surtout. Donc, les résistances périphériques totales sont données beaucoup plus par les artérioles. C'est à ce niveau, donc généralement quand il y a une vasoconstriction, donc faut pas oublier, donc surtout sous l'effet hormonal ou sous l'effet nerveux, suite à la stimulation sympathique, donc les muscles lisses des artérioles vont se contracter, donc vont diminuer un petit peu le calibre de ces artérioles et ça nous donne cette pression
donc, par exemple, une augmentation navale de cette pression sanguine. Donc, les résistances périphériques, c'est la force de friction du sang sur les parois des vaisseaux. Friction, c'est-à-dire donc frottement. Alors, l'écoulement du sang dans les systèmes vasculaires s'effectue des zones de haute pression vers les zones à basse pression, toujours. Le régime d'écoulement est laminaire, façon linéaire, donc dans les vaisseaux sanguins, regardez bien, le régime, il est donc laminaire, sous forme de lame, au niveau de, par exemple, des vaisseaux sanguins ici, aorte. Sauf dans le cœur, la crosse de l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire où il est turbulent. Alors, au niveau de, comme le schéma le montre, ça c'est laminaire, ça c'est loin de l'aorte. Au niveau de l'aorte et l'artère pulmonaire, c'est-à-dire juste au début, la crosse de l'aorte, et aussi au niveau du cœur, donc le sang, il ne s'écoule pas d'une façon laminaire, façon linéaire. Non, il est turbulent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des contractions à ce niveau, donc la pression change. Alors, donc ici, la turbulence augmente avec les facteurs suivants. Bon, diminution de la viscosité du sang, diminution des hématocrites et l'anémie. Oui, la turbulence, elle augmente quand le sang est plus fluide. C'est facile à démontrer. Quand vous prenez par exemple du lait et un lait qui est caillé ou un lait plus lourd, c'est très facile. Vous prenez 2 verres d'eau. Un verre d'eau, vous allez mettre par exemple de la farine. Voilà. Donc on va le rendre plus visqueux. Donc vous allez les remuer, vous allez voir que l'eau se remue beaucoup plus facilement que l'autre qui est plus visqueux. Donc vous voyez bien, dans la turbulence augmente quand le sang il est moins visqueux. Alors c'est quand le sang il est moins visqueux, c'est quand il y a l'hématocrite qui est diminué lors de aussi l'anémie par exemple, l'hématocrite. Augmentation de la vitesse, donc rétrécissement des vaisseaux. Donc ici on va passer là pour expliquer bien. Voilà, par définition, la résistance est la force qui s'oppose à l'écoulement de sang. Donc, elle résulte de la friction du sang sur la paroi des vaisseaux. Donc, si il y a vasoconstriction, le sang va se frotter aux parois des artérioles et donc là, on peut dire qu'il y a des résistances, donc une résistance, et on parle de résistance périphérique parce que elle s'opère. On les trouve à la périphérie, donc très loin du cœur. Celles-ci sont fournies beaucoup plus par les petites artères et les artérioles, bien sûr, parce qu'elles sont elles ont des muscles, cellules musculaires lisses, que par les autres éléments vasculaires, aorte qui est, alors regardez, l'aorte et les grosses et moyennes artères, celles-ci sont beaucoup plus élastiques, donc voilà. Et les veines, bon, la paroi elle est très mince. Donc, les cellules musculaires sont pas vraiment significatives à ce niveau. Donc, selon la loi de Hadjian-Poisson, donc ici en régime laminaire, donc ça c'est si en physique, attention, au laboratoire, donc on a pu, donc par exemple, calculer les résistances périphériques totales, donc en utilisant donc un tuyau, donc un tube, mais attention, un tube dur. Donc ici, est en régime laminaire, c'est-à-dire voilà, de l'eau qui circule dans un tube, donc avec une vitesse donc constante, une pression à peu près constante pour avoir un régime laminaire. Donc on a pu calculer donc les résistances périphériques totales. Donc, vous voyez bien. Donc vous avez 8 fois L fois R sur pi R puissance 4. Alors, donc, ici, L, c'est la longueur de tube. Alors, ici, donc c'est la viscosité du sang, du liquide qui se trouve dans le tube.
Ici, c'est pi, donc, la valeur du pi mathématique. Ici, R, c'est le rayon. Donc, vous avez le diamètre, donc la moitié du diamètre de vaisseau sanguin, ou de tube ici, parce que c'est une expérience. Donc, alors, donc environ, quand on vous a donné cette valeur, elle est à peu près approximative, parce que c'est très difficile de la calculer chez l'humain. Tout d'abord parce que les vaisseaux sanguins, ils ne sont pas, donc la longueur, ça fait défaut, tout d'abord. Et aussi, beaucoup de paramètres, par exemple, les vaisseaux sanguins ne sont pas durs. C'est pas comme les tubes dans les laboratoires. Alors, donc ici, vous voyez bien que la viscosité du sang, plus quand le sang est visqueux. Donc, par exemple, le sang est très riche en protéines. Il y a beaucoup de protéines dans le sang, beaucoup de globules rouges. Donc, ça va influencer la résistance périphérique totale, elle va augmenter. Et donc, ça va provoquer une augmentation de la pression artérielle, puisque la pression artérielle dépend du débit sanguin et aussi des résistances périphériques totales. La longueur également. Alors, la longueur aussi. Voilà. Maintenant, regardez sur le rayon puissance 4. Alors, ici, par exemple, si le rayon diminue, donc c'est lors de la vasoconstriction, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, la résistance périphérique, elle va augmenter d'une façon significative, très significative. Par exemple, à l'augmentation de la viscosité ou de la longueur. Donc, c'est le rayon qui agit le plus sur les résistances périphériques totales. Alors, par exemple, s'il diminue d'une moitié, donc R, c'est 1 sur 2, puissance 4, donc ça va devenir 1 sur 16, et donc les résistances périphériques totales vont être doublées par 16, fois 16. Donc, vous voyez bien, donc s'il diminue d'une moitié, les résistances vont doubler de 16, et donc la pression artérielle moyenne va doubler de 16. C'est énorme. Donc, ça, c'est pour vous dire, vous exposer l'importance de résistance périphérique totale. Vous imaginez que loin, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des artérioles, quand il y a par exemple action du sympathique ou des hormones qui provoquent une vasoconstriction. Alors vous avez des hormones qui provoquent une vasoconstriction, vous avez l'adrénaline et l'angiotensine. Donc l'adrénaline et l'angiotensine, d'accord, elles vont donc et le système nerveux sympathique peuvent vraiment diminuer le diamètre de ces artérioles et donc augmenter d'une façon significative la pression artérielle au niveau des organes, au niveau loin du cœur. Alors, ça c'est très important, surtout pour les artérioles. Donc la viscosité du sang est aussi un élément à prendre en considération. Donc, oui, c'est un élément à prendre en considération, mais attention, elle est en deuxième position par rapport au rayon. Vraiment, ça, quand vous voyez, regardez bien la formule, ça va vous donner beaucoup d'informations. Donc, la viscosité du sang est aussi un élément à prendre en considération dans les résistances. Cette viscosité dépend du nombre des hématies et des solutés présentes dans le sang. Par exemple, les protéines. Si la viscosité du sang augmente lors de la déshydratation ou lorsque le nombre d'hémacées est élevé, on note une élévation de la pression artérielle. Oui, c'est tout à fait normal. Et le contraire, et vice-versa. C'est-à-dire, s'il y a moins, il va y avoir une chute. Mais, je le redis, le rayon, il a un effet beaucoup plus important. Donc, une vasoconstriction qui est plus importante. Alors, le vaisseau, donc, vous savez que dans l'arbre artériel, artériel ou veineux, donc les vaisseaux sanguins, on a deux types. Donc, vous avez les veines et les artères. Alors, les veines, on les appelle les vaisseaux capacitifs. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ils ont un diamètre plus élevé que les artères. Attention, le diamètre et pas l'épaisseur des parois. Parce que l'épaisseur des parois,
c'est le contraire. Donc, si on prend, donc si on fait une différence entre les vaisseaux, l'artère, les artères et les veines, alors regardez bien, ça c'est schéma, il est bien, regardez, sur le même niveau, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire la comparaison. Il faut qu'ils soient au même niveau. Regardez, l'artère et la veine. Regardez la surface de section. La lumière, elle est beaucoup plus importante pour la veine que l'artère. Mais l'épaisseur de l'artère est beaucoup plus importante que la veine. Donc la veine, c'est une paroi qui est mince, elle est facile à distendre. Voilà. Donc ici, vous avez la différence. Donc la paroi artère, elle est plus importante que la veine. Mais la surface de section, donc la lumière, elle est plus grosse. Donc automatiquement, donc, le système veineux, il va comporter, il va donc retenir plus de sang. C'est pourquoi on les appelle des vaisseaux capacitifs. Mais aussi, il y a notre élément. Il y a beaucoup plus de veines que d'artères du côté nombre. Donc, jusqu'à à peu près presque le double. Donc, vous imaginez, donc la majorité, 75% de sang se trouve au niveau des veines, du système veineux. Voilà. Donc, les vaisseaux capacitifs, les veines, qui contiennent approximativement 75% du volume total de sang, ne rendent compte que de 7 à 8% des résistances périphériques. Alors, ils développent très peu de résistance périphérique. Donc, il n'y a pas de résistance. Donc, à ce niveau, donc la pression sanguine, elle est très basse et elle va aller même jusqu'à 0 mm Hg au niveau des veines caves inférieures et supérieures. Alors que les vaisseaux résistifs qui contiennent moins, donc le système artériel qu'on appelle des vaisseaux résistifs, contiennent à peu près moins de 20% du volume de sang. Elle, par contre, elle développe 70% des résistances périphériques totales. Donc, c'est un système à haute pression. C'est à ce niveau, au niveau artériel, qu'on trouve une augmentation de la pression artérielle. Donc, c'est bien sûr grâce aux artérioles qui sont dotées de cellules musculaires. Alors, pour la capacitance, la compliance, ce mot, c'est le degré d'étirement des vaisseaux. Le degré d'étirement. Donc, il décrit la distensibilité des vaisseaux sanguins. Donc, la capacitance, c'est égal au volume sur la pression. Donc, ça, c'est une autre... la capacitance est beaucoup plus grande pour les veines que pour les artères. Bien sûr, parce qu'il y a... Regardez, le volume au niveau des veines, le volume sanguin, augmente et la pression diminue. Donc, on va avoir une capacitance plus importante. Le degré d'étirement, de distensibilité des veines est beaucoup plus important que celle au niveau des artères. La capacitance des artères diminue avec l'âge, bien sûr. Alors, pour les artères, elle diminue avec l'âge aussi, s'il y en a. Par exemple, au niveau de l'aorte, à cause de diminution des fibres élastiques, de décalcification. Donc, on parle de rigidification des artères. Les artères deviennent donc moins distensibles, entraînant ainsi l'augmentation de la pression différentielle, donc par augmentation de la pression systolique. Alors, donc ici, vous avez, après tout ça, donc on peut bien deviner que la pression sanguine au niveau de l'aorte, qui est de 120 mmHg, pression systolique, quand elle va aller loin dans les vaisseaux sanguins, elle va diminuer. Bien sûr, elle va diminuer parce qu'il y a des ramifications. Oubliez. Alors, les vaisseaux élastiques, donc vous avez l'aorte qui est vaisseau élastique, grosses artères, donc la pression qui règne, 120 et 100 mmHg. Donc ici, c'est beaucoup plus. Donc si on a mis 120, c'est la pression systolique.
grosses artères, elles diminuent à 100 mm/H, qui oppose peu de résistance à l'écoulement du sang. Bien sûr, peu de résistance parce que là, vous avez des vaisseaux qui sont donc élastiques. Les vaisseaux résistifs, voilà. Petites, C'est bon. petites artères et artérioles. Donc, regardez bien, la pression, elle va diminuer parce que, comme je vous ai dit, il y a des ramifications, il y a des millions d'artères et d'artérioles, d'accord? Donc, c'est logique que cette pression va diminuer par rapport à celle de l'aorte artériole. Regardez bien. Vous allez me dire, mais pourquoi alors, en fait, c'est 70, c'est grâce à cette résistance périphérique qu'on a ces valeurs au niveau des artérioles. Sinon, elle va être faible, beaucoup plus faible. Alors, qui offre une résistance élevée à l'écoulement du sang et qui sont responsables de la répartition de sang dans les organes. Après, un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les vaisseaux d'échange. Qui sont les vaisseaux d'échange? Ce sont les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, donc la pression au niveau des capillaires sanguins, elle doit être de 30 à 35 mm/H pour que les échanges puissent être effectués. Sinon, il n'y aura pas d'échange. Donc, l'intérêt d'avoir 120 mm/H au niveau de l'aorte, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir cette valeur 35 à 30 mm/H au niveau des capillaires. C'est ça le but. Parce que si celle-ci chute, par exemple, quand on a une insuffisance cardiaque, ou voilà, donc une diminution, une faiblesse au niveau de la contraction des ventricules, donc on va craindre ça. On va craindre une diminution donc de cette pression et donc il va y avoir un problème au niveau des échanges. Alors après, vous avez les vaisseaux capacitifs. Alors les vaisseaux capacitifs sont les veines. Donc euh, vous avez des capillaires sanguins. Vous avez les capillaires. Vous savez que les capillaires, il y a un pôle, un côté artériel, donc qui vient des artères. Après, puis une fois qu'il y a eu des échanges, donc il y a une continuité de ces capillaires qui vont nous donner donc les capillaires du côté des veines, donc ils vont se rassembler pour nous donner des vénules. Alors les vénules, la pression qui se trouve au niveau des vénules, c'est à 10 mm/H. Ces 10 mm/H, c'est un résidu de cette pression, de la pression des 30 mm/H. C'est ce qui reste. Après, les vénules, bien sûr, le sang va aller dans les petites veines et la pression aussi, cette pression va chuter, va devenir 5 mm/H. Puis les grandes veines, c'est 0 mm/H. Voilà, bien sûr. Ici, on parle, attention, de pression sanguine, c'est la pression d'écoulement, la pression hémodynamique. À ne pas confondre avec la pression hydrostatique. Donc, la pression d'écoulement. Donc, qui assure le drainage du sang des capillaires au cœur. Les veines des membres inférieurs, en particulier, sont munies de valves favorisant le transfert antérograde du. Bon, mais c'est pas. Alors, regardez ici. Alors, vous savez que comme dans les grosses veines, les veines caves inférieures vers les membres inférieurs, il n'y a pas de pression d'écoulement. Donc, ça pose, probablement, donc vous allez vous dire, mais comment? Parce que le cœur doit revenir vers l'oreillette gauche. Pardon, l'oreillette droite. Alors, puisqu'il n'y a pas de pression d'écoulement dans les veines caves inférieures, donc comment le sang va revenir, c'est ce qu'on appelle le retour veineux vers l'oreillette. En fait, c'est grâce au travail des muscles qui sont au niveau des membres inférieurs. Les muscles, alors la contraction des muscles donc, va donc, exercer une force sur ces veines, donc les grosses veines au niveau des membres, et le sang va monter vers les hauts
Et les valvules, ces valvules, il y en a des valvules au niveau des veines, empêchent le sang de refluer vers le bas. Donc, vous voyez bien, empêche le sang de refluer. Alors, quand il y a un manque, par exemple, un manque de contraction musculaire des membres, donc il arrive que la stagnation du sang il va provoquer un étirement de ces valvules, l'étirement, et donc elle devient non fonctionnelle. Et donc, il peut y avoir une accumulation à ce niveau du sang, donc ce qui forme les varices. D'accord? Voilà. Donc, pour le retour sanguin, le retour veineux vers le cœur droit, donc vous avez plusieurs facteurs qui facilitent ce retour. Donc, le facteur essentiel, c'est la contraction des muscles qui sont les muscles squelettiques qui entourent ces veines. Vous avez également l'inspiration et l'expiration. Donc, l'inspiration et l'expiration, ça crée donc des compartiments de haute pression et de basse pression entre la cage thoracique et l'abdomen. Et là, ça pousse le sang vers le haut. Vous avez également, donc, lors de la systole, lors de la contraction, la systole ventriculaire. Lors de la systole ventriculaire, donc le cœur, il va un petit peu se rétrécir. Donc, il va se rétrécir et donc les oreillettes vont un petit peu aspirer le sang. Donc, tous ces facteurs participent au retour veineux. Mais surtout, le travail des muscles squelettiques. Oui, il y a des étudiants qui parlent. Oui, vous avez des questions. Alors, donc ici, j'ai demandé aux étudiants de fermer leur... d'accord. Alors, vous avez ici, regardez, donc, par exemple, l'artériole. Ici. Vous avez l'artériole, donc vous avez les capillaires, ici, c'est l'endothélia, cellules qui tapissent la première couche qui est en contact avec le sang. Donc, ça, vous allez le faire certainement en histologie. D'accord? Alors, l'endothélium, les cellules endothéliales, elles sont entourées par les cellules musculaires lisses, vous voyez, celles qui se contractent. Alors, ces cellules musculaires lisses, quand elles sont stimulées par la noradrénaline du système nerveux sympathique ou de l'adrénaline ou de l'angiotensine des hormones, qui proviennent d'hormones, du sang, donc il va y avoir une contraction et donc ça augmente les résistances du périphérique total et donc la pression sanguine va augmenter à ce niveau et bien sûr après ces artérioles nous donnent des capillaires sanguins. Donc les capillaires sanguins sont constitués uniquement de cellules endothéliales, donc il n'y a pas de cellules musculaires. Donc ce sont les éléments d'échange tissulaire. Je ne sais pas ce que... Alors, est-ce qu'on continue? Il est quelle heure? 16h40. Donc, c'est 1 heure. Alors, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas ce que... On va continuer cet élément, les échanges, processus d'échange au niveau de l'endothélium. C'est-à-dire, on va voir maintenant la pression au niveau des capillaires sanguins. C'est la pression tout à l'heure qu'on a parlé, 30 à 35 mm Hg, donc qui est très indispensable aux échanges tissulaires au niveau capillaire. On va voir comment elle est indispensable. Le mécanisme des échanges tissulaires au niveau des capillaires sanguins. On continue? Une autre fois, madame. Je ne sais pas ce que... Bon, on pourra la faire rapidement la séance prochaine.
Donc, c'est un élément qu'on n'a pas vu déjà l'année passée. Donc, les échanges, d'accord? Ça, c'est... On verra, je ne sais pas. Bon, donc c'est 1h40. Bon, on va s'arrêter là parce que là, il faut une concentration pour cet élément, d'accord? Pour les échanges. Ok. Donc, Oui, madame, c'est j'espère mieux. que c'est clair pour donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc le CG, mécanique, donc hémodynamique cardiaque, et un petit peu donc les résistances périphériques au niveau des vaisseaux sanguins. Donc la séance prochaine, on doit terminer le cardiovasculaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire la séance prochaine? On va voir donc les échanges au niveau de l'endothélium et on va voir la régulation nerveuse, donc la régulation aussi euh, de la pression sanguine. D'accord? Donc la régulation, donc voilà. Ok.